on trouve une autre façon de transmettre la terre. Voilà. Parce qu'effectivement, si on n'est plus dans ce schéma de transmission marchande, donc si c'est plus, j'allais dire, le portefeuille de l'acquéreur qui décide si oui ou non il va pouvoir être agriculteur, donc c'est quoi? Eh bien voilà, chaque génération de paysans paye la terre. Et donc, au final, chaque consommateur paye à nouveau la terre dans l'achat des produits alimentaires. Donc 10 000 euros qu'il aura payé sans s'en rendre compte, voilà, dans le prix de ces produits. À notre petite échelle, on voit que beaucoup de choses sont possibles, finalement. On a un peu de pouvoir, en fait, sur les choses que l'on vit. En versant 3 500 euros pour rendre le demi-hectare de terre qui me nourrit, pour le sortir de son statut de marchandise, pour qu'il n'ait plus besoin d'être transmis de façon marchande, en fait, c'est comme si je faisais un héritage à mes enfants de 10 000 euros à chaque génération. Et que ça encourage des gens à chercher des nouvelles solutions pour la transmission des exploitations agricoles, voire pour la transformation aussi de certaines exploitations agricoles existantes. Bonjour Serge. Bonjour Michel. Alors nous sommes très contents de te recevoir dans le cadre du temps des civiliens, des rencontres civiliennes. Nous avons parlé récemment du foncier et de l'immobilier. On a eu les rencontres 20A et 20B. Et à ce propos-là, je crois que tu as des choses à nous apporter par rapport à des questions que tu t'es posées en tant qu'agriculteur, tu vas nous en parler d'ailleurs, mais sur la façon d'alléger le poids du foncier dans le panier du consommateur. Tu as une solution très très originale à proposer. Donc ça va être le thème de notre entretien d'aujourd'hui. Donc peut-être si tu voulais bien nous parler un petit peu de ton activité d'agriculteur, peut-être pour qu'on puisse te situer, et puis où te trouves-tu? Je crois que ta ferme est au village Le Bourg, qui est au nord de Figeac, donc dans le Lot, une très très jolie région. Et les activités de ta ferme sont intéressantes, et si tu veux nous en dire quelques mots. Je suis dans une commune qui s'appelle Le Bourg. On ne sait jamais Le Bourg de où, mais c'est Le Bourg. Et donc, oui, je suis agriculteur maintenant à la retraite depuis la fin de l'année 2021. Et donc, auparavant, en GEC, avec mon frère et ma femme, une ferme qu'on a repris de nos parents en 86, qui était orientée à l'époque sur une production de porc hors sol, et que nous avons progressivement réorienté vers une production en agriculture biologique, une production diversifiée, avec une transformation des produits et la vente en local. Ainsi, il y avait une production de céréales, donc de blé, de seigle, de petit épeautre, destinés à être transformés en farine et ensuite en pain sur la ferme. Une production aussi de tournesol que l'on transforme en huile. Ensuite, quelques vergers de pommiers, des pommiers de plein vent qui nous permettent de faire du jus de pomme et des purées de pommes. Et puis, au niveau de l'élevage, donc, nous avons un élevage de porcs, donc un élevage de porcs de la race de Bayeux, donc avec 6 reproducteurs, 6 truies reproductrices, et donc l'élevage de l'ensemble des porcelets de ces truies, que l'on transforme aussi dans un atelier collectif de transformation de viande, donc qui est près de l'abattoir départemental. Et puis aussi une production de vaches de la race salaire, qui pour nous faisait des veaux, et donc on vendait de la viande de veau, et qui maintenant a évolué, mais on en reparlera.
Donc voilà, donc des productions de céréales à la fois pour la consommation humaine et puis aussi un peu pour nourrir les animaux, en particulier les cochons, oui, parce qu'il leur faut quelques céréales aussi. Et donc les prairies permanentes qui, et les prairies qui entrent dans la rotation des cultures pour nourrir les vaches. Alors il y a un élément moi qui m'a frappé parce que je suis venu plusieurs fois à ta ferme où on a fait des séminaires sur les questions sociétales. Tu es très très intéressé et dans tout ton environnement. Il y a un grand dynamisme sur les questions sociétales et ce qui moi a été pour moi un peu presque comme une révélation, c'est de voir que euh, les cochons, quand on va dans la porcherie, il y a une odeur tout à fait agréable. C'est pas du tout l'image que l'on a habituellement des cochons, et ça je voulais le signaler. De même aussi que dans l'élevage des vaches, tu as des Enfin, pour moi, tu as des vraies vaches parce que ce sont des vaches avec des cornes, mais avec des superbes cornes, vraiment. Et ça, c'est une très belle race de vaches. Je veux dire, il y a une harmonie dans cette ferme où on sent qu'il y a un amour de ce que l'on fait, un amour du travail avec les animaux et du travail du sol. Et ça, pour moi, c'est vraiment remarquable. Voilà, mais pour nous, cette histoire est maintenant terminée, si je peux dire, puisque, moi j'ai pris ma retraite avec mon frère et Pascal, fait un autre travail maintenant et donc nous avons transmis cette ferme, à notre fils Basile, donc et sa compagne et aussi à 6 autres jeunes qui les ont rejoints pour, continuer, d'exploiter, d'être paysans sur cette ferme-là. Donc ce processus, il est né, ben, approchant de l'âge de la retraite, on s'est questionné: «Qu'est-ce qu'on fait?» De notre côté, Basile et Beryl travaillant avec nous depuis, 2015, donc souhaitaient bien, reprendre, la ferme, mais pas tout seul et donc s'est posé à nous la question de, ben, comment on fait pour, aller chercher, des collaborateurs pour eux et nous, d'autres repreneurs. C'est un processus qui aura été long, qu'on a vraiment commencé en 2016. La première question qu'on s'est posée, c'est finalement, ben, voilà, si on veut accueillir des des travailleurs non issus du cercle familial, il fallait créer les conditions pour ça et donc on avait besoin de créer un espace d'entreprise, un lieu de réunion, un bureau qui ne soit pas, ben, la cuisine de l'un ou de l'autre. Et donc on a commencé par ce travail-là, donc construire un bâtiment, qui voilà, qui crée les conditions d'un accueil possible d'entreprise et du coup qui sorte, véritablement cette activité de la sphère familiale, qui distingue bien les 2 sphères. La première chose qu'on a fait dans ce bâtiment, une fois qu'il a été construit, donc fin 2009, c'était une journée de formation sur les questions de transmission, où on s'était fait accompagner par l'ADR et notamment une psychosociologue, Brigitte Chizel, qui nous a, euh, qui nous a amené à nous questionner sur qu'est-ce que c'est qui était important pour nous et comment on voyait finalement qu'est-ce que c'était qu'une bonne transmission. À la suite de ces réunions-là, on a posé finalement les critères essentiels pour nous et aussi avec Basile et Beryl pour eux comme de choix de leurs futurs collaborateurs. Ces critères, ils étaient au nombre de 3. Le premier, c'est évidemment travailler dans le respect du vivant, en agriculture biologique, biodynamique. La question est ouverte, mais en tous les cas, c'est cette dimension-là, puisque cela fait maintenant 30 ans que l'on travaille dans cette direction. Le deuxième, c'est avoir le goût pour travailler en collectif, avoir la volonté de travailler à plusieurs. L'activité agricole est devenue de plus en plus une activité de solitaire, mais en fait, nous, on a voulu engager sur une autre voie. Et donc, ça suppose de développer d'autres compétences, notamment sur la question du lien, de la relation au travail. Et donc, ça, c'est un critère essentiel. Et le troisième, c'était de pouvoir trouver des collaborateurs qui aient envie de s'inscrire dans une dynamique économique, c'est-à-dire je produis pour nourrir d'autres personnes, je dispose de terres alors que tout le monde n'en dispose pas,
Donc ma responsabilité, c'est de fournir une alimentation pour ceux qui n'en ont pas. Donc c'était éviter en tous les cas, c'était de ne pas, enfin, de clairement affirmer cette volonté de produire pour d'autres et de ne pas se contenter d'une situation d'autosubsistance, par exemple. Voilà. Heu, voilà, c'est un peu ces 3 critères fondamentaux que l'on a posés là et sur lesquels on a réfléchi, qui ont fait l'unanimité entre nous. Et puis bon, on n'a pas lancé cette annonce qui a été rédigée. Comment est-ce que vous avez finalement, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment vous avez, en quelque sorte, résolu cette question Eh bien de la eh bien transmission? voilà, ceci étant posé, on n'a pas diffusé cette annonce qu'on avait rédigée, mais parce que c'était l'été et qu'on n'avait pas la disponibilité. Mais il s'est trouvé que, des personnes des jeunes sont venus nous voir et qui étaient en recherche et à qui on a fait ces propositions-là, de la main à la main, si je peux dire. On a donné l'annonce, voilà, on a dit: «Si vous voulez, pourquoi pas vous installer, chez nous, si vous avez ce souhait-là». Et les premiers qui sont venus venaient d'Alsace et ils avaient une expérience de maraîcher pendant 2 ans et de commercialisation de produits, de légumes et donc nous n'avions pas cette activité-là sur la ferme mais on était ouvert à ce que qu'il puisse y avoir une diversité d'activités, qu'il puisse y avoir de nouvelles activités et celle-ci notamment, nous y avions pensé. Et donc, une fois qu'on a fait les premiers temps d'approche, de discussion, et il s'est posé la question du statut. Finalement, de quelle façon pouvait-on, collaborer quelques années pour, tuiler sur les savoir-faire, pour nous, pour eux constituer leur équipe, leur collectif de travail, en se laissant un peu le temps de faire ça. Et en cherchant, en fait, il y a bien des statuts qu'on appelle contrat emploi formation installation, qui sont des statuts de parrainage que permet la région, qui permet aux jeunes qui arrivent de bénéficier des droits au chômage qu'il a acquis sur ces années précédentes, mais qui a des conditions dans lesquelles ne rentraient pas Jérémy et Laurine qui sont venus chez nous. Par exemple, il fallait avoir la capacité professionnelle agricole et eux ne l'avaient pas encore. Ils avaient une expérience de salarié, mais ils n'avaient pas la capacité professionnelle agricole. Et donc, on a cherché un nouveau statut qui était le contrat d'appui au projet d'entreprise, un statut qui a été créé pour permettre justement de tester une activité qui, généralement, pour l'activité agricole, est inscrit dans ce qu'on appelle des espaces tests portés par des associations ou des collectivités qui mettent à disposition un numéro SIRET et un coin de terre qui permet à un jeune d'essayer souvent une activité de maraîchage. Et puis, une fois qu'il s'est un peu essayé, il transpose cette activité-là sur un lieu où il sera paysan. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait très bien imaginer ce statut-là in situ, ce qui permettait, de, de tester l'équipe de collaborateurs, la future équipe de collaborateurs, de tester véritablement la situation. Par exemple, si Jérémy et Laurine ils voulaient créer une activité de maraîchage, on a dit le GAEC peut financer une serre, peut financer de l'irrigation, et il met une somme pour cela. Vous faites un budget et on discute ensemble de la rémunération du travail, mais d'emblée, dès que vous travaillez, pas seulement à partir du moment où vous aurez commencé à vendre les légumes. Donc en fait, cette question-là nous met tout de suite en situation de collaborateur et en ce sens-là, elle est plutôt très pédagogique, quoi, où tout de suite, toutes les questions sont posées d'emblée, quoi. Donc, et d'autre part, il n'y a pas de lien de subordination entre ceux qui apportent le savoir-faire ou qui transmettent le savoir-faire et puis les jeunes qui arrivent. Et l'autre intérêt, c'est que ça peut durer 3 ans, ce qui est très intéressant. Voilà. Et donc, Ça laisse du temps. oui, ça nous donne le temps. Voilà. Et donc, Jérémy et Laurine sont passés par ce statut. Ensuite, d'autres jeunes, en s'installant ici, qu'ils ont rencontrés au cours de formation, les ont rejoints. Notamment, c'est Adeline sur le projet de reprendre l'activité des vaches. Et elle, son projet, c'était de faire évoluer le troupeau vers une production laitière et fromagère. Et puis aussi, mais elle avait les capacités professionnelles agricoles, donc elle a pu passer par le statut du CEFI, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et Pierre Hugo, qui les a rejoints ensuite aussi, avait, lui, été intéressé par le travail sur l'élevage de porcs et la transformation. Et donc, lui aussi, il a participé au temps de transmission à travers le statut du CEFI. Voilà. Ainsi, en combinant les statuts, on a pu avoir 2 à 3 ans de tuilage avec l'ensemble des jeunes et donc progressivement préparer leur projet d'installation qui s'est concrétisé pour eux dans l'entrée dans le GAEC en fin 2021, au moment où moi je suis sorti. Et puis ensuite, Pascal et Jacques, eux, sont sortis fin 2022, voilà, parce qu'ils avaient encore besoin de cotiser un peu plus pour la retraite. Oui, donc vous avez fait un processus de transmission extrêmement progressif. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est au fond, vous avez été très à l'écoute de ce qui venait à vous pour pouvoir vous adapter. Par exemple, si quelqu'un voulait faire du fromage ou alors cultiver des légumes, faire du maraîchage. Donc la ferme a évolué en fonction des personnes qui sont venues. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez eu une étape supplémentaire, si j'ai bien compris, avec l'achat de nouvelles terres. Oui, en fait, c'est pas véritablement l'achat de nouvelles terres. C'est que au moment du coup de la transmission, eh bien le GAEC, le GAEC de la ferme de la Rose, c'est son nom, n'est pas propriétaire des terres qu'il travaille. Il est locataire, il est fermier. Une partie du fermage, enfin une partie du propriétaire, est en propriété familiale avec mes frères, mais ça représente 30 hectares sur les 70, mais le reste, ce sont des voisins qui ont pris la retraite et qui louent les terres. Et donc, il faut faire le tour des bailleurs pour leur demander s'ils sont d'accord pour transmettre le bail au repreneur. Et à ce moment-là, eh bien, un certain nombre nous ont dit qu'ils souhaitaient vendre, voilà, et qu'ils préféraient vendre. Et donc, il y avait une quinzaine d'hectares en faisant le tour des propriétaires qui étaient à racheter pour nous, pour pouvoir continuer à les exploiter, des terres qui étaient déjà en bio et que l'on travaillait déjà certaines depuis 30 ans, quoi, ou depuis 20 ans pour d'autres. Voilà. La question qui s'est posée, donc, comment on fait pour acquérir ces terres? Est-ce que ce sont les jeunes qui deviennent les propriétaires de ces terres? Est-ce que c'est le GAEC qui devient propriétaire de ces terres? Rapidement, en fait, la question, enfin, il est apparu que plus on gonfle finalement la propriété du GAEC et plus il est difficile à transmettre. Parce qu'on gonfle le capital et donc du coup, la sélection ne se fait pas non seulement sur les compétences, mais aussi sur l'épargne qu'amène le jeune quand il arrive pour s'installer. Et donc ça, c'est pas forcément un des critères les plus intéressants. Et puis ça freine, ça empêche des jeunes qui ont tout à fait les capacités de faire ce métier-là d'y accéder. Donc notre idée, c'était de chercher une solution pour le moment qui était celui-ci, mais qui était aussi une solution pérenne. Du coup, de façon à ce que la solution qu'on allait trouver maintenant, on n'ait pas besoin qu'elle soit aussi valable pour la prochaine transmission. Et donc, voilà, on a, à force de chercher, parce qu'on était aussi déjà en relation avec d'autres qui avaient réfléchi ces questions-là, on a imaginé la création d'un fonds de dotation porté localement. Évidemment, on a regardé les solutions de Terre de Liens. Terre de Liens qui est soit une société en commandite par action, qui va chercher de l'épargne pour investir de la terre et la louer à des agriculteurs qui travaillent en bio, ou qui a aussi une fondation, mais dans cette fondation, il ne recueille que des terres viables, des unités viables économiquement, quoi, on va dire, et non pas des petits bouts de terre. Or, nous, ce qui nous était demandé à trouver comme solution, c'était de comment, en fait, aujourd'hui, on trouvait une solution pour ces 15 hectares pour maintenir l'unité de la ferme, mais en fait, mais aussi une solution qui nous dise que cet organisme qui allait accompagner la ferme, il puisse être là au moment où il y aurait à nouveau quelques hectares à reprendre parce que de nouveaux propriétaires voulaient vendre, en fait. La question, c'est d'avoir un outil qui s'inscrit dans la durée et qui puisse répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent. Donc, on a créé un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est une mini-fondation. Voilà,
Au lieu d'avoir Mhm. besoin d'1,5 million pour de dotation initiale, avec 15 000 euros, ben, ça suffit. Et il y a juste une déclaration à faire à la préfecture. Mais le fonds de dotation, il faut qu'il ait une mission ou qu'il poursuive une œuvre d'intérêt général. Et donc la question, c'est de définir, nous, quelle est cette dimension d'intérêt général. Et en fait, cette dimension, elle est donnée euh, par la dimension environnementale, c'est-à-dire que les agriculteurs qui vont travailler les terres dont la foncière sera propriétaire vont s'engager à travailler en bio, en respectant des clauses environnementales qui seront inscrites dans le bail, qui va lier le bailleur, qui sera la foncière, avec donc les fermiers. Je veux dire, comment dire ça? Une autre condition, c'est de garantir une gestion désintéressée de ce fonds de dotation, évidemment. Pour ça, en fait, le conseil d'administration est constitué de 3 collèges dans lesquels les paysans, qui sont les fermiers, ne détiennent qu'un tiers des voix. Les 2 autres tiers sont euh, détenus par des citoyens, donc du coup des consommateurs, des gens qui achètent les produits de la ferme, et de façon à ce que, ben voilà, il ne s'agisse pas de créer un intérêt uniquement pour les fermiers, mais qu'on s'inscrive bien dans un intérêt plus global, à la fois d'avoir des produits sains, issus de l'agriculture biologique, à la fois des produits peut-être moins chers parce que eh ben, on allège le poids de la transmission marchande du foncier dans le coût des produits. Et puis, et aussi, un autre intérêt de cette foncière, c'est la dimension pédagogique. C'est que si on crée une structure localement, ben, on aura l'occasion d'avoir du débat avec les gens du territoire sur ben, finalement qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire, comment on peut agir pour aller dans ce sens-là, pour que les terres soient destinées à des productions qui nourrissent prioritairement la population, plutôt que par exemple elles soient destinées à l'export ou des choses comme ça. Et donc on a mobilisé des consommateurs qui font partie du conseil d'administration de la foncière. Et donc aujourd'hui, ce conseil d'administration, qui est donc constitué des fondateurs du fonds de dotation, c'est 18 ou 19 personnes dont les paysans n'ont qu'un tiers des voix. Mhm. Et alors, vous avez, avec cette foncière élémentaire, vous avez essayé de trouver de l'argent pour pouvoir acheter ces 15 hectares dont tu parlais, alors? Oui, tout à fait. Oui, donc du coup, tu dis foncière élémentaire, oui, parce que c'est comme ça que nous l'avons appelé. Alors pourquoi nous l'avons appelé foncière élémentaire? C'est parce qu'en fait, la chose le montage est si simple ben, qu'on a dit ben, pourquoi pas élémentaire finalement. Et ben, finalement, le montage est le suivant. Donc on a une structure qui est indéfiniment propriétaire de terre, donc il n'a plus besoin de les revendre, donc du coup qui permet de sortir la terre de son statut de marchandise, qui va l'allouer cette terre donc à ceux qui vont la travailler, à travailler un bail qui garantira le mode d'exploitation. Mais évidemment, il faut acheter ça avec des sous. Et donc cet argent, d'où provient? Eh bien, il provient non pas d'une prise de participation au sein de la structure, mais par des dons. Des dons qui constituent une dotation. Et donc là, nous avons collecté en 1 an et demi 110 000 euros de dons pour acheter prévisionnellement ces 15 hectares. Et donc nous avons bouclé ce premier objectif là au mois de mars 2023. Et ce qui nous a permis donc d'acheter les terres qui étaient en vente et donc de maintenir l'unité foncière de la ferme. Voilà. Aller chercher du don, c'est sans doute différent. En tous les cas, on a bien vu cela, que c'est pas la même chose que d'aller chercher de l'épargne dont on reste propriétaire. Là, en fait, la personne qui Oui. donne ben, se défait totalement. On n'a plus de lien. En tous les cas, ce n'est plus l'argent qui crée le lien avec la structure auquel il a donné. Ça ne lui donne pas non plus, ça ne lui donne pas non plus du pouvoir, puisque en fait, ce sont les fondateurs qui gèrent, qui constituent le conseil d'administration de la foncière,
et qui renouvelle ce conseil d'administration par cooptation, à partir de gens qui sont intéressés pour venir, mais c'est pas lié aux donateurs. Donc, le fait d'apporter de l'argent au fonds de dotation ne donne pas du pouvoir sur la gestion du fonds de dotation. La terre est au fond libérée du pouvoir de l'argent qui est attaché d'habitude à la possession d'une terre. Vous réalisez donc ce que nous avons aussi préconisé dans les précédentes rencontres civiliennes, le, à votre façon, bien sûr. Hein, c'est une solution parmi peut-être d'autres possibles, mais que je trouve très très intéressante parce que d'abord vous l'avez fait directement et ça fonctionne. Et il y a maintenant, si j'ai bien compris, 15 hectares. Les 15 hectares sont libérés déjà maintenant, ou bien est-ce qu'il reste encore des hectares Oui, à acheter ou... à peu près, on en est à 11-12 hectares aujourd'hui d'acheter, mais voilà, il y a des propriétaires qui ont dit qu'ils voulaient vendre et qui finalement se sont retirés. Enfin bon, après, la question, c'est toujours une question de relations locales, donc les choses évoluent. Mais en tous les cas, on a atteint notre premier objectif, quoi, ça c'est sûr. Euh, Ouais, c'est formidable. Hein. oui, Mm. ah oui, oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'argent ne donne pas, c'est plus par l'argent qu'on a le lien, mais par contre, on a créé euh, euh, une charte. On a écrit une charte qui pose les valeurs, qui relie à la fois donc le conseil d'administration de la foncière, les jeunes, enfin les agriculteurs qui vont travailler les terres de la foncière et les donateurs. Cette charte, on l'a appelée la charte des terres confiées, et donc elle donne un peu l'esprit dans lequel on va demander aux agriculteurs de travailler les terres, et voilà. Et donc du coup, c'est cette communauté de valeurs qui crée le lien entre les différents acteurs voilà, autour de ce foncier. Et alors, est-ce que les acteurs sont aussi en même temps, pour la plupart, des consommateurs de la ferme? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent au marché euh, ou bien vous avez un magasin à la ferme aussi comment ça se passe? Oui, oui, la plupart des gens sont des gens avec qui nous sommes en lien, donc la grosse partie des dons provient de notre entourage, quoi, les clients ou un peu la famille aussi des uns et des autres, mais essentiellement les clients en fait. Des dons qui vont de Mhm. 20 euros à 20 000 euros. Euh, donc en moyenne, on a eu 190 donateurs, quoi, ça fait un peu plus de 400 euros, entre 4 ou 500 euros en moyenne par don, quoi. Voilà. Mhm. Euh, donc c'est conséquent. Ça crée un réseau, un réseau très fort autour de la ferme. Oui, il y a un réseau autour de la ferme parce que la ferme est implantée dans ce mode de distribution des produits de façon depuis près de 30 ans. Depuis près de 30 ans, on est sur le marché de Figeac. Depuis près de 30 ans, les gens viennent à la ferme chercher des produits. Et alors ça, c'est un élément qui a fait que peut-être il y a ce retour si fort. Mais l'autre élément, c'est que en fait, c'est pas la première expérience qu'on fait avec nos consommateurs sur la question de l'argent. Il y avait déjà, donc en 2007, on avait demandé de l'argent, mais sous la forme d'un prêt, à des clients pour réaliser des travaux sur la ferme. Et on avait demandé 50 000 euros à l'époque et on avait eu ce retour aussi très, très rapidement. Et tu nous avais accompagnés. Donc, à chaque restitution, à chaque remboursement de l'échéance de ce prêt, nous organisions avec nos clients une journée sur un thème économique où nous avons pu aborder toutes ces questions de quelle est la place de l'argent de prêt, finalement, qu'est-ce que l'argent de consommation, quelle est la place du don. Et toutes ces questions-là, en fait, on les a apportées pendant 5 ans, année après année avec nos clients, et ça laisse des traces, en fait. Et ça a permis aux uns et aux autres de cheminer, de voir qu'on peut imaginer d'autres choses. Et donc, quand on a pu faire cette proposition-là, venant de nous, eh ben, pour plein de gens, ben, ça n'a pas posé de problème, quoi. Parce que, Oui, la confiance était là déjà. Hein. oui, la confiance est Je là, veux et dire, puis c'est ce travail d'éducation populaire qui compte aussi, quoi, autour de l'argent, qui n'est
qui n'est fait nulle part en fait. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est très important. Et moi, je me souviens justement dans ces séances que vous organisiez, ces journées de rencontres avec les prêteurs, mais il y avait beaucoup de monde, puisqu'il y avait à peu près une centaine de personnes qui étaient présentes pour ces événements-là. Et je me souviens de la force qui se dégageait de ce groupe, l'envie de faire quelque chose en commun autour de l'agriculture. Je me suis dit, mais ça c'est magnifique, si ça pouvait être reproduit un peu partout en France, la situation du monde agricole changerait considérablement. Oui, oui, c'est sûr qu'en tous les cas, à notre petite échelle, on voit que beaucoup de choses sont possibles finalement. Et on le Mm. voit pour notre ferme, mais aussi pour des fermes aux alentours qui s'inspirent aussi de ce qu'on a pu faire et donc qui font aussi des demandes de prêts ou des choses comme ça. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que ben, à la fois ça crée des liens sur d'autres bases avec les gens qui soutiennent et puis ben, ça permet de voir que ben, on a un peu de pouvoir en fait sur les choses que l'on vit quoi. On n'est pas, on peut aussi explorer d'autres voies où l'argent a une autre place, où la propriété a une autre place, où on peut se rémunérer d'une façon différente que par la rente par exemple. Tu en es venu à te poser des questions, et une question extrêmement importante sur qu'est-ce que représente le coût d'un hectare ou d'un demi-hectare, je crois, pour une personne dans sa consommation lorsqu'il va faire ses courses à la ferme. Donc, quel est le Oui. poids du foncier dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère ou le panier du consommateur, quoi, hein. Tu peux nous parler de Oui, ça? en fait, on pressentait bien que j'allais dire, et d'ailleurs, c'était un argument qu'on avait mis dans notre flyer pour, ben, pour présenter notre initiative et pour aller chercher du don, en disant que, eh ben voilà, chaque génération de paysans paye la terre. Et donc, au final, ben, chaque consommateur paye eh ben, à nouveau la terre dans l'achat des produits alimentaires. Excuse-moi, mais tu veux dire que la terre est payée à chaque fois qu'on transmet l'exploitation. Ça veut dire que depuis des générations, la terre a été payée plusieurs fois. Eh ben, oui, c'est ce qu'il me semble, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer. Et donc, oui, finalement, je me suis dit que la meilleure façon peut-être de le montrer, c'était de se demander de combien de surface on a besoin pour se nourrir. Voilà. Il se trouve pour nourrir une personne. Il se trouve qu'il y a maintenant à notre disposition un site web qui s'appelle Parcel, Parcel, qui a été créé par la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, Terre de Liens, et une autre structure qui s'appelle Basique, qui permet d'évaluer combien de surfaces sont nécessaires pour nourrir une personne en fonction du mode de production et en fonction du type de consommation. Voilà. Donc, m'appuyant sur ce site, sur cet outil, ben, on peut voir que pour un produit, pour une terre qui conduit en agriculture biologique, totalement, dont toutes les productions sont produites en agriculture biologique, qui fournit à un consommateur qui consomme modérément de la viande, on voit que finalement, un hectare peut nourrir 2 personnes. Et que donc, il faut un demi-hectare pour nourrir une personne. Voilà. Donc maintenant, voilà, au moment de la transmission, le paysan donc, qui achète ce demi-hectare pour nourrir une personne, eh ben, il va l'acheter ici 7 000 euros l'hectare. Bon, prenons cet exemple-là. Bien souvent, il n'a pas les moyens de l'acheter et donc il n'a pas forcément l'épargne pour ça, surtout s'il est jeune qui veut accéder à la terre. Et donc, il va emprunter, je sais pas, il va emprunter cette somme-là, donc 3 500 euros, la moitié pour un demi-hectare. À cette somme à 4% sur 20 ans, ça fait 1 700 euros.
bien préciser que là, tu prends l'exemple pour un demi-hectare, et on va continuer là-dessus, Oui, mais qu'en même temps, oui, l'agriculteur qui s'installe, lui, va acheter peut-être 20 hectares, 30 hectares, 40 hectares, hein, juste pour mais que bien ce soit sûr, tout à bien fait. situé le cadre. Mais on Oui, revient maintenant à ce demi-hectare, donc si j'ai bien compris, est à 3 500 euros, et sur lequel il va y avoir des intérêts qui se montent à combien tu as à estimé 1 700 €, voilà. Donc ça fait 1700 5 euros, 200 €. presque la moitié. Oui, Ah oui, mais presque ça la c'est moitié, absolument. considérable, À c'est 4 considérable. sur 20 ans, au final, la totalité des intérêts, c'est ce que ça fait, quoi. Ah Voilà. oui. Donc et donc l'agriculteur, en fait, cet achat, il lui sera permis parce qu'il va intégrer ça dans la vente de ses produits. Et donc, ce sera couvert par la vente de ses produits. Et donc, une partie de son chiffre d'affaires servira à payer cette terre. Il va sa durée sa carrière agricole, c'est 43 ans, par exemple, si on considère la durée qu'il faut cotiser aujourd'hui pour avoir la retraite. Et donc, si on divise ces 5 200 € par le coût de la terre avec les intérêts du demi-hectare par 43 ans, ça fait autour de 120 € par an, en fait, que vont lui coûter. Si on répartit ces 5 200 € sur sa carrière, ça veut dire que il y aura besoin de trouver 120 € par an pour payer cette terre. Mais au bout de ces 43 ans, en fait, il va à nouveau revendre la terre. Et donc, un autre agriculteur va acheter dans les mêmes conditions. Et donc, à nouveau, on aura 120 € à l'hectare qui serviront, du chiffre d'affaires qui serviront à payer cette terre. Donc finalement, ça se répercute sur chaque consommateur finalement. C'est 120 euros. Eh oui. Et tout au long, pas simplement le consommateur sur les 43 ans, mais encore sur les 43 années qui viennent après, si la retraite ne va pas encore plus loin. Mais donc, ça veut dire que ça se répète 120 euros. Oui, du point de vue du consommateur, lui, il va payer ça toute sa vie. Et s'il a 83 ans d'espérance de vie, mais ça lui fait 120 € multiplié par 83 ans, ou 80 ans, si on considère que les 2 ou 3 premières années, il mange un peu moins. Voilà. Et donc, ça fait 10 000 €. Donc, 10 000 € qu'il aura payé sans s'en rendre compte, voilà, dans le prix de ses produits. Donc, il est euh, un surcoût lié à la transmission marchande de la terre, à la solution actuelle, communément admise, mais en fait qui coûte au consommateur 10 000 € dans sa vie. Bon, évidemment, ça peut varier selon qu'on prend une carrière plus ou moins courte, selon qu'on prend une durée un prix à l'hectare plus ou moins important, évidemment. Mais en tous les cas, ça nous donne ceci. Et en fait, c'est une contribution totalement cachée. On ne s'en rend pas compte. Et, mais elle est là. Et donc, dans notre système, nous, ce qu'on propose, c'est finalement de dire, ben, c'est 3000, c'est ce demi-hectare-là, plutôt que de l'acheter, que chaque génération le paye 3 fois, en fait. 10 000 €, ça fait 3 fois 3 500 €, presque 3 fois. Mmh. Voilà. Ça veut dire que le consommateur aura payé 3 fois le prix de la terre au cours de sa vie euh, pour se nourrir. De voir ça d'une façon aussi concrète, ça permet de se rendre compte du poids du foncier dans, euh, dans ce que l'on consomme tous les jours, quoi. Absolument. Tout à fait. Et alors donc avec la solution en passant par le don, par exemple par la foncière élémentaire, votre fonds de dotation que vous avez créé, euh, ou par un autre fonds de dotation, parce que c'est reproductible au fond ce que tu proposes là par n'importe où en France. Donc en faisant comme ça, euh, par le don, comment ça se passe alors? Parce qu'il y a aussi,
si j'ai bien compris, avec le fonds de dotation, il y a aussi une forme de rétrocession, enfin, ou un Oui, coût moindre. Tu peux nous oui, en expliquer fait, ça? oui, le fonds de dotation, effectivement, permet à tout donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66 plafonnée. Et donc effectivement, hem, ça veut dire qu'il y a 66 de l'impôt, qu'il aurait payé de toute façon, qui est fléché, par lui-même, vers ce projet-là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce que ça nous dit, ce don-là, c'est que finalement, en versant 3 500 €, bon, même mais pour, rendre le demi-hectare de terre qui me nourrit, pour le sortir de son statut de marchandise, pour qu'il n'ait plus besoin d'être transmis de façon marchande, en fait, c'est comme si je faisais un héritage à mes enfants de 10 000 € à chaque génération. En fait, plus aucun de mes héritiers n'aura besoin de repayer cette terre. C'est au niveau du consommateur. Et c'est là qu'on voit la puissance, en fait, de cet acte qui libère la terre ou qui libère le consommateur du poids de la transmission marchande de la terre. Voilà. Oui, c'est Et énorme, hein. je trouve que C'est c'est ce qui est énorme le la plus éclairant pour moi. conséquence. Oui. Oui, oui, absolument. Et les conséquences pour finalement 3 500 €, ce qui n'est pas non plus une somme hors de portée, hein, pour 3 500 €, tu libères un demi-hectare de terre, en gros, euh, pour toute la vie, et c'est-à-dire, bon, tu dis pour tes héritiers, mais en fait, oui, c'est pour toutes les générations qui viennent. Oui, Donc, c'est ça. ça veut dire que en procédant ainsi, on agit en profondeur sur finalement le coût du panier final, quoi. Hein. Oui, absolument. Voilà. Mais alors après, évidemment, ça veut dire que mais cet argent qui est, j'allais dire, immobilisé, et il sert enfin, par l'agriculteur venant de ses consommateurs, en fait, au final, en tant que propriétaire, c'est lui qui le touche, quoi. Et que donc, souvent, en revendant la terre, ça lui permet d'arrondir une petite retraite. Et ce qui est pas, c'est ce qui n'est pas forcément une chose inutile. Ça peut être une chose Mm. nécessaire. Oui. Mais on voit bien qu'on a là une mauvaise réponse à une vraie question. Et que donc Mm. que cette réponse de dire qu'on fait toujours porter sur les générations qui suivent le poids, en fait, les solutions, en fait, qu'on ne les trouve pas à chaque génération, et en fait, elles sont toujours reportées, ces solutions, mais c'est problématique, quoi. Alors qu'on pourrait effectivement imaginer que, eh ben, on trouve une autre façon de transmettre la terre. Voilà. Parce qu'effectivement, Mm. parce que si on n'est plus dans ce schéma de transmission marchande, donc si c'est plus, j'allais dire, le portefeuille de l'acquéreur qui décide si oui ou non il va pouvoir être agriculteur, donc c'est quoi? C'est pour ça moi, j'ai commencé par présenter tout notre processus de transmission. Ça veut dire que l'agriculteur, il est choisi pour ses compétences, pour ses compétences, pour son goût pour ce métier, pour ses aptitudes. Et donc, il faut se donner les moyens pour lui-même de les vérifier, pour celui qui va céder aussi, de voir si c'est véritablement bien un bon choix, etc. Et donc, c'est tout ce processus-là qu'il faut mettre en place, j'allais dire, à la place du processus marchand. Et donc, pour moi, on peut pas seulement se dire que c'est une question ben voilà, il ne s'agit pas, enfin, rendre la terre, sortir la terre de son statut de marchandise suppose de penser une autre façon de transmettre. Mm. Oui, et alors c'est ce que tu donnes là comme exemple, et qui est un exemple réalisé, hein, c'est pas simplement une théorie imaginée, mais c'est quelque chose que vous avez fait, et en faisant ainsi, ça montre une possibilité de résoudre cette question si importante, si difficile aujourd'hui, qui est la question de la transmission d'une exploitation.
une Oui. exploitation agricole. Et Parce donc, que un vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'exploitations agricoles ne trouvent pas de repreneurs, notamment à cause des coûts du foncier. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un élément qui a un poids important et qui fait que euh, on, on, euh, on empêche des jeunes de trouver un repreneur et ça crée, pardon, on empêche des jeunes de pouvoir s'installer, donc une exploitation ne trouve pas de repreneur et là ça pose d'autres problèmes qui vont se multiplier avec aussi les terres en friche aussi, mm, ce qui commence à arriver dans différentes régions. oui. Et donc nous, pour préciser un peu finalement comment se passe ce processus, il est en deux temps. C'est un premier niveau, ou en deux niveaux plutôt. Donc c'est la foncière, donc le fonds de dotation qui est propriétaire des terres. Et donc il les loue à travers un bail dans lequel sont inclus des clauses environnementales. Donc il les loue au GAEC ici, donc il y a un collectif de travail. Donc le premier lieu de transmission, il se fait au sein du collectif. C'est-à-dire que le collectif, en fait, il tourne. Il y a des gens qui arrivent et d'autres qui partent. Donc le premier lieu de transmission, c'est au sein du collectif. De quelle façon? Eh bien, on permet, là on a transmis toute une génération, mais on peut imaginer que les générations se chevauchent. Ou même si on transmet totalement d'une génération à l'autre, eh bien, ça veut dire qu'au sein de ce collectif, ils vont aller chercher leurs repreneurs pour les remplacer de la même façon que nous, on a cherché nos repreneurs pour nous remplacer. Et si ça, c'est en panne, donc du coup, pour les remplacer dans le même cadre, qui est le cadre de la charte confiée, donc qui précise les valeurs de travail, et qui est le cadre du bail environnemental, qui précise les modalités d'exploitation de la terre. Et si ça n'aboutit pas, si par exemple, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de reprise au sein du GAEC, qu'il n'y ait pas de continuité, c'est à ce moment-là que le conseil d'administration de la foncière reprend le dossier et va lui-même aller chercher des repreneurs pour à nouveau trouver des gens qui vont travailler cette terre. Voilà. Mais du coup, le premier niveau de transmission, c'est les paysans qui cherchent des confrères ou des futurs confrères, donc des gens qui savent en fait quelles sont les compétences et les aptitudes nécessaires pour faire ce travail-là. Et c'est qu'en deuxième niveau que, au cas où ça ne fonctionne pas, eh ben la foncière qui est composée à la fois de paysans ou d'anciens paysans et de consommateurs qui va aller voir de quelle façon on peut à nouveau proposer ces terres à des personnes pour relancer, pour perdurer l'activité agricole. On peut imaginer que beaucoup de jeunes, notamment, mais peut-être pas que, vont être intéressés s'il y a besoin de nouvelles personnes qui rentrent dans le GAEC. Et ben, beaucoup de gens vont être intéressés de rentrer dans une formule comme ça qui offre une dimension sociétale qu'on ne trouve pas partout ailleurs et que beaucoup de gens recherchent peut-être aujourd'hui. Oui, oui. En tous les cas, aujourd'hui, il y a ouais, un courant qui va dans ce sens-là. Il y a une vague il y a une volonté de la part de plusieurs jeunes de s'inscrire dans une telle dynamique. Et on voit qu'il commence à y avoir plusieurs fermes bâties un peu sur ce modèle-là, ou pas avec des statuts différents qui peuvent aller de la SCOP à la société coopérative d'intérêt collectif, en passant par le GAEC, enfin, ou l'association. Mais donc, et toutes ces fermes sont en réseau, donc du coup ça c'est plutôt les jeunes qui eux sont en réseau, mais il y a un véritable réseau et il commence à y avoir des écrits et pour accompagner ce type de démarche aujourd'hui en France en tous les cas. Oui, oui, tout à fait. Oui, il faut vraiment espérer que ça fasse des petits, comme on dit, hein, et que ça serve d'incitation, de modèle, quitte à adapter le modèle, bien sûr, c'est pas un modèle fixe, mais que ça serve et que ça encourage des gens à chercher des nouvelles solutions pour la transmission des exploitations agricoles, voire pour la transformation aussi de certaines exploitations agricoles existantes. Oui, absolument. Parce que aujourd'hui, l'enjeu, il est là aussi. C'est-à-dire que les exploitations telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont difficilement reprenables. Elles n'ont pas forcément, il y a,
elles correspondent pas aux envies, de ceux qui arrivent, et donc il faudra en même temps que la transmission, imaginer la métamorphose ou la transformation de ces fermes, absolument. Là, il y a un enjeu très, très Mmh. important. Oui, oui. Merci beaucoup, Serge, hein. Je trouve que c'est vraiment très, très enthousiasmant de voir comment, à partir de localement, en cherchant des solutions, c'est ce qu'on essaye de faire toujours avec notre démarche autant des civiliens, hein, c'est d'encourager, et on a cette confiance que la société civile peut trouver toujours des solutions auxquelles les grands systèmes ne pensent pas. Et ça vient de la part des civiliens, de la part des personnes qui sont sur le terrain. Et merci beaucoup pour toutes ces, euh, tout ce que tu nous as expliqué, et c'est très porteur d'avenir, je trouve. On aura peut-être l'occasion de te faire revenir pour parler encore du suivi de cette expérience. Et je te dis alors bonne continuation à toute l'équipe dans cette expérience. À bientôt, Serge. À Merci. bientôt, merci Michel. Au revoir.